Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. On a entendu Vladimir Poutine tout à l'heure faire état de sa volonté d'intensifier les capacités de combat russes, évoquant le développement de l'usage des drones et l'utilisation d'un nouveau missile hypersonique pour la flotte russe début janvier. Il a aussi affirmé que la Russie continuerait à maintenir et développer son arsenal nucléaire, justifiant, je le cite, « c'est la principale garantie de la souveraineté de la Fédération de Russie ». Ce sont donc ces mots. Est-ce qu'on est à un tournant ? Bonjour. Effectivement, il y a une annonce qui est importante qui a été faite, c'est celle de la transformation de l'armée russe, qui était une armée de temps de paix et qui doit de manière accélérée, améliorer et renforcer ses capacités de défense pour devenir une armée capable de défendre le territoire russe dans le cadre d'un conflit traditionnel, ce qui est en train de se développer en Ukraine. Comme l'a rappelé le ministre de la Défense, n'oublions pas quand même que 27 pays de l'OTAN fournissent des armes à l'Ukraine, qu'il y a quelques centaines de représentants militaires de l'OTAN sur la ligne de front. Donc l'OTAN, objectivement, est partie au conflit, même si elle n'a pas déclaré la guerre, elle l'a fait. Donc la Russie doit effectivement garantir sa souveraineté et garantir l'intégrité territoriale, développer des armes de haute puissance, des armes de haute précision sont une garantie fondamentale. Selon Vladimir Poutine, je le cite, aujourd'hui, le potentiel militaire de pratiquement tous les pays de l'OTAN est utilisé contre la Russie. Qu'impliquent ces propos très concrètement ? Cela implique le fait que nous sommes, en tout cas, à un moment charnière d'une guerre qui est déjà mondiale. Elle est mondiale politiquement, puisque tous les pays de l'OTAN participent d'une manière ou d'une autre contre la Russie. Mais elle est pour l'instant, en tout cas géographiquement, précise au niveau du territoire ukrainien et à la frontière de la Russie. Et lorsque l'on voit le développement des attaques sur le sol russe, l'on sent une très certaine volonté de l'OTAN de faire propager ce conflit sur la terre russe. N'oublions pas quand même que depuis que les territoires sont rentrés dans la Fédération de Russie, de Kherson, de Zaporozhye surtout et encore de Donetsk, puisque Lugansk lui a été quasiment entièrement libéré, une partie du territoire russe est juridiquement en situation d'occupation. Donc ça oblige aussi à prendre certaines mesures qui sont quand même plus fermes et qui ne permettent pas le compromis et les hésitations, surtout que l'on voit très bien en face que les seuls compromis qui existent, c'est ceux qui doivent conduire à une capitulation de la Russie. Est-ce que vous diriez qu'on a atteint un point de non-retour dans les relations entre la Russie et les pays occidentaux ? À mon avis, oui, parce que la Russie a été extrêmement patiente. La Russie a depuis longtemps cherché les négociations, a cherché à éviter les escalades des conflits. Elle a depuis longtemps essayé de faire implanter les accords de Minsk. Les pays atlantistes l'ont systématiquement refusé. Les déclarations de Merkel récemment montrent qu'en plus, il n'en avait jamais eu la volonté. Et la Russie, à chaque fois, même quand elle avance sur le plan militaire, a essayé de négocier, ce qui d'ailleurs à chaque fois lui a coûté assez cher, parce qu'elle ne voulait pas une escalade du conflit. Actuellement, on voit les déclarations de plus en plus virulentes des dirigeants occidentaux atlantistes qui tiennent une position assez radicale, et l'on comprend parfaitement que la seule solution acceptable pour eux, c'est une capitulation de la Russie. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre la guerre en Ukraine. Ils ne pouvaient déjà pas se permettre de reconnaître la perte de la Crimée. Actuellement, c'est arrivé à un point de non-retour. L'un des deux clans doit gagner parce que ces deux visions du monde sont absolument incompatibles. Soit vous acceptez qu'il y ait des États qui puissent avoir des intérêts nationaux, et dans ce cas-là, vous acceptez la position de la Russie qui revendique ses intérêts nationaux et le droit à les défendre, soit vous avez un État qui est gouverné par un seul centre, c'est la globalisation, mais dans ce cas-là, les États souverains n'ont pas leur place dans ce système. Le ministre russe de la Défense est notamment revenu sur les sanctions à l'encontre de Moscou et selon lui, les États-Unis tentent d'utiliser la situation pour maintenir leur domination mondiale et affaiblir leurs alliés en Europe. Ce sont ces mots. Quel regard portez-vous sur ce point ? Ça me semble être une analyse tout à fait pertinente, puisque en effet, on voit le prix qui est payé par les pays européens pour ces sanctions.
Et l'on voit également l'augmentation de la dépendance petit à petit et à terme évidente des pays européens par rapport aux ressources énergétiques américaines, ce que les Américains n'ont pas réussi à faire il y a encore quelques années de cela. Désormais, cela devient possible pour eux. Donc, il y a effectivement, avec cette crise énergétique qu'ils entretiennent et qu'ils provoquent dans l'Union européenne, puisque n'oublions pas que c'est quand même sous injonction du département d'État américain, département des Finances, que le Trésor américain, pardon, que l'Union européenne intensifie les sanctions contre la Russie sur le plan énergétique, ce qui lui coûte extrêmement cher. Cela provoque donc des difficultés au niveau du fonctionnement des entreprises nationales dans les pays européens, ce qui provoque des problèmes économiques, ce qui provoque des problèmes sociaux, ce qui pose des problèmes de légitimité des gouvernements en place qui sont de plus en plus faibles. Et comme ils sont plus faibles à l'intérieur, ils ont besoin d'une protection de plus en plus forte de l'extérieur, c'est-à-dire des États-Unis. Donc sur tous les plans, et politiquement, et économiquement, et socialement, petit à petit, en utilisant l'arme des sanctions, les États-Unis sont en train de maintenir leur système de contrôle, c'est-à-dire ce système de domination globale. Merci pour votre regard, Karine Béché-Golovko, professeure invitée à l'Université d'État de Moscou.